Hello tout le monde, bienvenue sur YouCrim, je suis Lila. Et moi Lilia. Et nous sommes les YouCrim Sisters. Cette semaine un numéro assez spécial puisque nous avons décidé de nous associer à une chaîne. La chaîne de Satsujin, une chaîne spécialisée dans les crimes et les faits divers japonais. Voilà, et comme on a le même format, on s'est dit que ça allait sûrement vous intéresser. Alors on passe le relais Satsujin. Merci beaucoup les YouCrim Sisters et bienvenue à tous dans cette première vidéo collab entre France et Japon. Je suis Alexandre de la chaîne Satsujin et voici l'histoire non résolue de l'étrangleur du mercredi. Alors en route pour l'île de Kyushu et la fin du XXe siècle. Bonne vidéo à tous. En mars 2007, je m'installais dans un petit village de Kyushu, non loin de la ville de Fukuoka. Loin des tumultes de la mégapole de Tokyo que je quittais après des années de stress, je partais pour y fonder une famille et profiter du calme de la campagne dans cette petite bourgade de 800 habitants, prise entre mer et montagne. Mais à peine mes cartons arrivés, le journal du 19 mars me laissa à penser que l'endroit n'était peut-être pas aussi idyllique qu'il le laissait à penser. En effet, ce jour-là, le procès en appel contre Teruhiko Matsue, fraîchement acquitté pour plusieurs meurtres et sauvé de la pendaison, faisait polémique et toute l'île de Kyushu se déchirait sur sa culpabilité. L'homme, accusé d'être l'étrangleur du mercredi, m'était inconnu et l'affaire en question m'avait échappé. C'est celui qui allait devenir mon beau-père quelques mois plus tard, chauffeur de taxi et au courant de tout ce qui se passait sur son île, qui me raconta cette histoire qui terrorisa la préfecture de Saga, à quelques kilomètres de notre petit paradis, entre 1975 et 1989. C'est durant cette période que 7 victimes furent étranglées par celui que tout le monde appela très vite le tueur de femmes de Saga, puis, à cause du jour récurrent de ses meurtres et de son modus operandi, l'étrangleur du mercredi. Le 29 mars de cette même année, la Cour suprême de Fukuoka confirmait l'acquittement de Teruhiko, statuant sur la vérité judiciaire de cette affaire et en faisant un des seuls cas de tueurs en série non encore résolus à ce jour. Kigata, Shiroishi, Kitashi Geyasu et Takeo sont 4 villes de la préfecture de Saga, réputées pour leur douceur de vivre et leur calme. C'est dans la campagne proche de Kigata que Madame Yamazaki, divorcée depuis 3 ans, ainsi que sa fille de 12 ans, Junko, s'était installée 2 ans auparavant pour y refaire leur vie. En 1975, la jeune mère célibataire travaillait dans un club de la petite ville de Shiroishi. Elle avait scolarisé sa fille dans un collège proche de son lieu de travail, allant l'y chercher chaque jour. Junko avait pris l'habitude de venir faire ses devoirs dans la salle du personnel où travaillait sa mère, en sachant que sa mère ne la laissait quasiment jamais seule. Toujours traumatisée par son divorce, elle craignait que le père ne cherche à enlever sa fille. Toutes deux mangeaient régulièrement ensemble après le travail de la mère et elles rentraient ensuite toujours ensemble, ne restant à la maison finalement que les week-ends et pendant les congés. Mais le mercredi 27 août 1975, Madame Yamazaki devait se rendre à une journée de formation dans la ville de Saga. Elle a alors décidé de laisser sa fille seule à la maison, et ça tombait bien car Junko avait beaucoup de devoirs de vacances à terminer, alors tout en promettant à sa mère de ne pas quitter la maison seule, elle a salué sa mère sur le pas de la porte et s'est attelée à la tâche. En fin d'après-midi, probablement après avoir terminé ses devoirs, Junko a appelé une amie pour qu'elle vienne jouer chez elle en attendant le retour de sa mère. Les 2 amies s'étaient donné rendez-vous devant sa maison vers 18h, mais lorsque l'amie s'est présentée chez les Yamazaki, elle a trouvé porte close. L'amie a alors sonné plusieurs fois, frappé à la porte, mais personne ne lui a ouvert. Alors faute de mieux, c'est bredouille qu'elle est rentrée chez elle. Un peu plus tard, vers 19h, c'est au tour cette fois de la mère de rentrer. La porte était fermée à clé et la télé allumée. Elle a appelé Junko,
mais personne ne lui a répondu. Elle l'a alors cherché dans toute la maison, mais sans succès. Désemparée, elle a alors appelé les amis de sa fille pour savoir si elle était chez l'une d'entre elles, mais aucune ne l'avait vue. Et l'amie qu'elle devait voir lui a alors fait part de leur rendez-vous manqué. Inquiète, la mère a alors fouillé la maison de fond en comble, et dans la salle de bain, elle a fait une troublante découverte. Au sol se trouvait la jupe de Junko, celle qu'elle portait le matin même. Et pire encore, dans le couloir de l'entrée, elle a remarqué qu'aucune des chaussures de sa fille ne manquait à l'appel. Sans plus attendre, elle a alors appelé la police qui a pris cette affaire très au sérieux puisqu'une alerte pour disparition inquiétante a immédiatement été lancée et elle sera fructueuse puisque le soir même, un habitant s'est manifesté. Il a vu la petite. Elle marchait près d'une cabine téléphonique à la sortie du village et elle n'était pas seule. Il y avait un homme avec elle. C'est alors le branle-bas de combat pour les officiers. Ils savent que le temps est compté. Ils doivent retrouver au plus vite la jeune fille. La campagne environnante est alors passée au peigne fin, mais après des semaines de recherches infructueuses, les recherches ont été abandonnées. Nous sommes en 1980 dans la petite ville de Shiroishi, bourgade provinciale paisible et sans histoire à quelques kilomètres de Kigata. C'est là que vivait Yakutake Ryuko, une jeune femme de 20 ans qui travaillait dans un café de la ville pour pouvoir financer son déménagement et son autonomie, mais vivait encore chez ses parents avec ses 2 sœurs et un grand frère prêt à quitter le cocon familial. Employée modèle, elle était d'une assiduité exemplaire et n'avait toujours pas pris un jour de congé depuis qu'elle avait pris son poste. C'était une personne discrète qui parlait peu, mais ses collègues avaient remarqué un changement dans son attitude à la fin de l'année 79. Très amoureuse d'un mystérieux garçon dont elle taira le nom, elle était tombée dans une grande mélancolie lorsqu'ils s'étaient séparés, pensant même mettre fin à ses jours. Mais le travail et l'affection de sa famille, dont elle était très proche, la remirent d'aplomb et elle se replongea corps et âme dans son travail. Le 20 mars 1980, Ryuko reçut un coup de téléphone au café où elle était employée. C'était sa mère qui l'informait que son père venait d'avoir un grave accident de travail sur le chantier où il travaillait. Elle lui dit également qu'elle devait rester auprès de lui quelque temps et chercher des solutions pour ses sœurs dont elle ne pourrait pas s'occuper pendant quelques semaines. Son grand frère, qui travaillait dans une autre ville de la préfecture, venait de prendre un petit appartement avec sa petite amie. Soucieuse d'aider sa mère du mieux possible, Ryuko arrangea les choses et demanda à une cousine de s'occuper de sa petite sœur, la plus jeune, pendant quelques semaines. Sa sœur étudiante, elle, resterait chez une amie le temps que tout rentre dans l'ordre. Durant les jours qui suivirent, les 4 enfants rendaient régulièrement visite à leur père et la jeune serveuse s'occupait de la maison, portant du linge à ses parents avant d'aller prendre son service. Le 12 avril 1980, elle termina le travail vers 23h et se hâta de rentrer chez elle car elle devait travailler dans l'équipe du matin le lendemain. Seule dans la maison familiale, elle arriva vers 23h30, mangea rapidement, prit un bain et revêtit sa chemise de nuit. Le 13 avril au matin, elle ne se présenta pas à son travail et le soir ne vint pas voir ses parents comme promis la veille. Inquiet, sa mère mais aussi son patron appelèrent toute la journée sans réponse. Ses sœurs passèrent voir ce qui se passait, la pensant malade, mais trouvèrent la maison vide et la porte non verrouillée. La police fouilla toute la maison et le jardin sans succès et lança une alerte enlèvement dans la foulée. En faisant les premières constatations avec les sœurs qui partageaient son toit et sa maman, la police conclut que rien n'avait été volé ou déplacé et que tous les vêtements de Ryuko étaient là, à l'exception de sa chemise de nuit préférée. Il ne manquait aucune de ses chaussures dans l'entrée. 2 faits troublants, cependant, en fouillant dans son sac à main, les enquêteurs y ont trouvé le reçu d'un billet de train pour 2 personnes pour une ville côtière très prisée des amoureux et la boîte d'une montre achetée très récemment mais qu'ils ne parvinrent à retrouver nulle part. Le 16 avril, soit 3 jours après la disparition de la jeune femme, son père reçut une lettre anonyme dans sa chambre d'hôpital. Il y était écrit « Votre fille est partie avec moi pour toujours ». Dans les semaines qui suivirent, les parents reçurent plusieurs coups de téléphones anonymes. Un homme à la voix assez jeune et au fort accent de la région leur disait de façon menaçante de ne pas publier de photos de leur fille disparue et surtout de ne pas apparaître dans les émissions de télé de recherche où un nouveau malheur pourrait arriver. Un avis de disparition fut émis et les semaines passèrent sans que Ryuko ne donnât signe de vie.
Le 24 juin 1980, comme tous les 2 ans, les employés d'une entreprise d'assainissement se sont attelés à vidanger la fosse septique de l'école élémentaire de Suko, un petit village entre Shiroishi et Kigata. Après avoir connecté le tuyau de vidange à la pompe de leur camion et après seulement quelques minutes, ils ont dû arrêter le travail car le tuyau, visiblement bouché, n'aspirait plus rien. Et il n'a pas fallu bien longtemps aux 2 employés pour découvrir que ce qui bouchait le tuyau n'était autre qu'une tête humaine. C'est horrifié qu'ils ont alors appelé la police, et un peu plus tard, c'est le corps tout entier d'une jeune femme qui a été extrait. Il est nu et en état de décomposition avancée. Le légiste n'a pas tardé à identifier le corps comme celui de Yakutake Ryuko, disparu 2 mois plus tôt à quelques kilomètres de là. Mais si la dégradation du cadavre avait rendu l'autopsie compliquée, il a tout de même pu être établi qu'elle a été violée et étranglée. Une brigade spéciale venue spécialement de Fukuoka a été chargée de l'enquête et a donc repris le travail de la police locale et continué les investigations sur place. Ils ont pu faire le recoupement avec une affaire similaire ayant eu lieu 6 ans avant, en 1974, à Nishiyomina, dans la préfecture de Hyogo. Dans cette affaire, 2 jeunes collégiens de 12 ans, un garçon et une fille, avaient disparu et avaient été retrouvés nus et étranglés dans la fosse septique d'une petite école de campagne. En interrogeant les employés qui avaient découvert le corps, les enquêteurs avaient remarqué un détail. Une grosse quantité de pierres avait été jetée dans la fosse, réduisant ainsi la contenance de moitié. La police avait alors fait casser la cuve de béton, et après avoir enlevé les pierres, ils y avaient trouvé un squelette humain simplement vêtu d'un chemisier et identifié comme étant celui de la fameuse Yamazaki Junko, 12 ans. Elle avait alors disparu depuis 5 ans à quelques kilomètres de là, et c'est sa mère, alertée comme tous les proches des disparus, qui a pu identifier le chemisier brodé de sa fille. Il était brodé de ses initiales, alors aucun doute ne fut possible. L'autopsie révélera qu'elle aussi avait été étranglée, et face à autant de morts, la brigade spécialisée a pris l'enquête à bras-le-corps, et très vite, un suspect a pu être identifié. Il s'agissait d'un jeune homme de 29 ans, sans profession connue, mais qui traînait avec des petites frappes de la pègre locale. Il avait d'ailleurs déjà eu des ennuis avec la justice pour des agressions sur des femmes de la région. Et plus intrigant encore, il était sorti quelque temps avec la sœur de Ryuko, et l'avait même demandé en mariage avant que cette dernière ne rompe précipitamment à cause de sa violence et de ses addictions. Lors des interrogatoires, le suspect dira même avoir eu une relation avec Ryuko, et pour pouvoir sortir avec elle, il lui avait caché avoir été l'amant de sa sœur. Information confirmée par plusieurs témoins, mais sans qu'aucune preuve matérielle n'ait été fournie, précisons-le. Autre élément troublant. Outre le fait qu'il avait été scolarisé dans la même école élémentaire que Junko, et qu'il habitait à 2 rues de l'établissement, cet homme fréquentait le club dans lequel la mère de Junko travaillait au moment de sa disparition, et encore plus troublant, il se montrait régulièrement dans le nouveau bar qu'elle avait repris, loin des lieux du drame, précisons-le. Et c'est même dans ce bar qu'il avait indiqué être le soir de la disparition de Ryuko, prétendant y avoir bu toute la nuit sans que cet alibi ne puisse être confirmé ou infirmé. Et finalement, le 8 septembre 1980, après plusieurs jours de garde à vue, il admettra avoir frappé et racketté une femme. Mais il niera en bloc toute implication dans les meurtres. Et la victime supposée, ne voulant pas porter plainte, il sera relâché et aucune charge ne sera retenue contre lui. Mais en novembre de la même année, il sera à nouveau interpellé suite cette fois à des violences sur une serveuse dans un bar de Saga. Lors des perquisitions à son domicile, la police y trouvera des brouillons de lettres anonymes, du même genre que celles reçues par le père de Ryuko, et un examen graphologique montrera de nombreuses similitudes entre les lettres. Mais l'avocat de l'homme fit invalider l'expertise et sortit des alibis de son chapeau. La serveuse frappée retira sa plainte et le suspect fut à nouveau libéré et il disparaîtra dans la nature. 1981. Nous sommes toujours dans la périphérie de Kigata, et c'est là que vit Ikegami Chizuko, 27 ans,
mariée depuis peu et ouvrière dans une usine textile de la ville. Le couple vit dans un appartement bon marché sur la route de Shiroishi, entre leurs 2 lieux de travail, en attendant d'avoir suffisamment économisé pour payer l'acompte nécessaire à l'achat à crédit d'une maison pour eux et les enfants qu'ils envisagent d'avoir le plus vite possible. Chizuko termine généralement son travail à l'usine vers 17h30 et 5 soirs par semaine, occupe un petit boulot complémentaire dans un café non loin de chez elle où elle travaille jusqu'à 23h. Le mercredi 7 octobre 1981, comme tous les mercredis, elle se change, quitte son uniforme de sécurité pour une tenue plus adéquate à son boulot de serveuse, se maquille et quitte l'usine. Une collègue lui proposera de la conduire au café en voiture, mais elle préférera marcher un peu pour s'y rendre, pour profiter de l'arrière-saison et faire un peu d'exercice. On ne la reverra plus jamais. Inquiet de ne pas la voir rentrer, son mari appellera ses 2 employeurs et ses meilleurs amis qui tous lui confirmeront n'avoir aucune nouvelle depuis 17h30. Il alertera alors la police de Shiroishi qui lança un avis de recherche et diffusa son portrait largement dans les commissariats de quartier. Des recherches seront lancées dans les montagnes et les champs environnants, mais sans succès. Aucun témoignage ni indice n'arrivèrent durant les 2 semaines qui suivirent. Il fallut attendre le 21 octobre pour qu'un employé municipal de la ville de Nakahara, dans le district de Miyaki, soit à plus de 40 km du lieu de la disparition, ne découvre son corps, jeté dans un terrain vague qu'il s'apprêtait à nettoyer. L'identification fut rapide grâce à ses boucles d'oreilles et son chemisier, formellement reconnu par son mari. Le bas de son corps était nu et une rallonge électrique était toujours enroulée autour de son cou. L'autopsie confirmera que la strangulation était bien la cause de la mort, montrera des traces d'agression mais pas de traces de viol. Aucun indice ni empreinte ne furent trouvés ni sur le corps ni sur le cordon électrique. Les enquêteurs notèrent cependant que le corps avait été retrouvé sur le bas-côté d'un terrain qui longe la route nationale 34, cette même route qui passe devant l'usine de textile. Une vague d'investigation portée à l'appui fut lancée chez les commerçants de bord de route, pompistes, cafetiers, supérettes, restaurateurs, mais rien, absolument rien n'en sortit. Personne n'avait vu Ikegami Chizuko ce soir-là. Février 1982, cette fois, dans la petite ville de Kitashi-Geyasu, Ako, 11 ans, est élève en 5e année de primaire, l'équivalent chez nous du CM2, dans une petite école de périphérie qui longe la Nationale 34. Élève appliquée et sérieuse, elle avait passé tous les tests nécessaires pour entrer dans un bon collège de Fukuoka, et elle devait être logée chez sa tante. Lorsqu'elle quittait son école, elle avait l'habitude de rentrer chez elle avec ses amis en empruntant un tronçon de route, puis le petit groupe se dispersait sur les chemins qui menaient chez leurs parents respectifs. La maison d'Ako étant la dernière sur le trajet. Et précisons qu'il ne se passait jamais rien dans ces campagnes de saga. C'est du moins ce qu'on pensait à l'époque. Les parents laissaient donc leurs enfants aller et rentrer seuls de l'école. Et puis, bien qu'étant à la campagne, il y avait du passage d'abord la nationale qui coupe le village en 2 et les petits commerçants qui longent les rues et les routes ainsi que les nombreux agriculteurs qui travaillaient dans les champs. Et ce mercredi 17 février, c'est le même rituel pour les 3 copines. À 16h20, Ako et ses 2 meilleures amies quittèrent l'école ensemble. Ako raccompagna la première devant chez elle, puis la seconde, avant de reprendre le chemin direction sa maison, empruntant une partie de la nationale avant de s'engouffrer dans la petite rue qui mène à chez ses parents. Mais elle n'arrivera jamais chez elle. Aussitôt alertée par les parents de la petite fille, morts d'inquiétude, la police commencera ses investigations et ses recherches, et le corps de l'enfant sera retrouvé le lendemain matin à environ 1 kilomètre de l'école, caché dans une plantation de mandarines et dissimulé sous des sacs de toile de jute habituellement utilisés pour la récolte des fruits. Le bas de son corps était nu et elle avait été étranglée avec son collant blanc. L'autopsie confirmera la cause du décès et révélera l'innommable. L'enfant a été violé à plusieurs reprises et notamment post-mortem. En d'autres termes, elle a été violée avant et après sa mort.
L'heure de la mort sera estimée à environ 16h30, soit à peine 10 minutes après sa disparition. Et dès le début des investigations, nombre de témoignages faisaient état d'un homme vu en train de rôder en voiture autour de l'école primaire, mais aussi autour du collège. Il interpellait les jeunes filles qui entraient ou sortaient avant d'être remarquées et chassées des lieux par des parents et un agent de sécurité. Et le jour du meurtre, une jeune femme qui attendait son bus sur le bord de la Nationale 34, à moins d'1 kilomètre de l'école, a rapporté avoir été abordée par un homme qui insistait lourdement pour la conduire chez elle en voiture. Inquiète, elle a alors menacé de crier et d'appeler la police s'il ne partait pas sur le champ. Et il se trouve que sa description correspondait parfaitement à celle de l'homme vu rôdant autour des établissements scolaires. Mais ce n'est pas tout. Ce même jour, aux alentours de 14h45, dans une école primaire de Mitagawa, à moins de 5 kilomètres de là, une petite fille qui allait aux toilettes était revenue en hurlant dans sa classe. La pauvre était terrifiée. Un homme venait à l'instant de tenter de la kidnapper, et son témoignage correspond également à la description faite du rôdeur. Sans compter que dans la journée, juste avant le meurtre d'Ako, il semblerait qu'il ait proposé à de nombreux élèves de les raccompagner chez eux en voiture avant d'être, comme je vous le disais, chassé des lieux. Et suite à ce drame, l'homme n'est plus jamais réapparu. D'après tous les témoins, il ne l'avait jamais vu auparavant et sa voiture était immatriculée dans une autre préfecture. Et malgré cette foultitude de témoignages, le suspect ne fut pas retrouvé et sa voiture non plus, d'ailleurs. Village de Takeo, à quelques kilomètres de Shiroishi, en 1987. Fujise Sumiko, mère de famille et épouse de 48 ans, vit une vie calme et ordinaire entourée des siens. Depuis quelques années, son mari souffre de problèmes cardiaques et doit prendre un traitement coûteux et non remboursé par leur assurance santé. Alors, à la fin de l'année 1985, elle avait décidé de prendre un travail à mi-temps dans un restaurant du village à 5 minutes à pied de leur domicile, afin de rapporter un salaire supplémentaire à la maison. Ses 2 enfants ayant pris leur indépendance, le couple pouvait ainsi profiter de leur temps et veiller l'un sur l'autre. Le mercredi 8 juillet 1987, Sumiko devait finir son travail plus tôt et aller prendre un verre avec une collègue et amie dans un bar karaoké du voisinage. Les 2 femmes s'y rendirent ensemble et passèrent 2 heures à chanter en buvant quelques verres. Sa collègue lui proposa, vers 19h30, d'aller dans un autre bar du quartier où des amis à elle venaient souvent, mais Sumiko déclina son invitation, préférant rentrer pour voir si son mari allait bien et se coucher de bonne heure pour être en forme au travail le lendemain. Les 2 amies prirent congé l'une de l'autre vers 19h45 et Sumiko prit le coin de la rue pour rentrer chez elle. Elle n'arriva jamais à destination. 1988. Nous sommes à Kigata, dans la petite banlieue proche de Takeo. C'est là que vit Nakajima Kiyomi, une femme de 50 ans, mère de 3 filles, et très active dans la vie de son quartier et du collège de ses enfants. Toujours très sportive à 50 ans, elle entraîne l'équipe de volley-ball scolaire, équipe dans laquelle jouent ses 3 filles. Son mari, lui, est administrateur du club et entraîne les garçons. Ayant été maman sur le tard, elle profitait de chaque instant avec sa progéniture comme pour rattraper le temps perdu et ne manquerait pour rien au monde ni un entraînement ni un match. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait chaque mercredi et chaque samedi depuis des années. Elle les entraîne. Et ce mercredi 7 décembre 1988 ne déroge pas à la règle. Après avoir vérifié son équipement et passé sa tenue de volley-ball, elle prend le chemin du terrain de sport inter-école situé à 800 mètres de leur domicile pour y retrouver ses filles et leurs amis. Mais ce jour-là, Kiyomi n'arrivera jamais au complexe sportif. Alarmés par le retard puis la disparition de leur mère et épouse, le père, Tadao, et les 3 filles partent signaler sa disparition au poste de police. La police a sans tarder lancé les recherches et émis un avis de disparition inquiétante dans toute la région, mais sans succès. Et voici que quelques jours plus tard, Nakajima Tadao, le père, reçoit un coup de téléphone très étrange. Un homme, visiblement d'âge moyen d'après sa voix, avec un fort accent de la région, et qui utilisait des mots de dialecte du Kansai, région d'Osaka, mais aussi de la région de Saga, lui répétait le nom de sa femme et une suite de mots incohérents avant de raccrocher en rigolant.
Inquiet, il en parle à la police, qui décide alors d'installer au domicile un appareil d'enregistrement sur le téléphone familial tout en dépêchant un inspecteur, et l'inconnu ne tarde pas à rappeler, la conversation étant cette fois enregistrée. « Allô, bonjour, c'est Nakajima. Je crois que j'ai trouvé ta femme. Comment ça? Elle était très bonne. Où l'avez-vous trouvée? Elle était bonne, mais je préfère quand même les yakigom. Mais enfin, qui êtes-vous? Un homme que tu connais. » La conversation s'est arrêtée là, mais pas les appels, puisque c'est quotidiennement que Tadao sera appelé par cet inconnu, que ce soit à son domicile ou sur son lieu de travail. Mais cette fois, et à chaque fois, l'inconnu restera silencieux. Tadao a bien écouté et réécouté la voix de l'individu, mais rien à faire, il ne reconnaît pas cette personne, et pourtant les analystes de la police en sont persuadés. Il habite sûrement dans les parages, tant les mots qu'il employait étaient typiques de cette petite région. Mais ils se disent aussi qu'il est probablement originaire du Kansai, vu les réminiscences d'accent et les expressions qu'il employait. L'entourage des Nakajima est alors passé au peigne fin dans l'espoir de le retrouver, mais rien. Et aucun profil de ce type ne figure dans les fichiers de la police. Kigata, 1989. Yoshino Tatsuyo, 37 ans, fraîchement divorcée d'avec son mari, adjoint à l'agriculture de la mairie de Shiroishi, vit avec ses parents et son petit garçon de 9 ans dans une maison isolée de la grande banlieue aux aires de campagne. Depuis la séparation, elle a dû trouver un emploi pour aider ses parents et élever son fils, et travaille dans une grande manufacture de vêtements à quelques kilomètres de leur maison, sur la route de l'école de son garçon. Depuis un an, elle s'est donc réinventé une nouvelle routine entre travail et famille et conduit régulièrement l'enfant chez son père pour quelques jours, sans qu'aucun incident n'arrive. Le mercredi 25 janvier 1989, comme tous les jours de la semaine, Tatsuyo pointa à 18h55 et quitta l'usine. Elle arriva chez elle vers 19h15 et alors qu'elle montait se mettre en vêtements d'intérieur et se faire couler un bain, un coup de téléphone l'interrompit. Elle décrocha et écouta sans dire un mot, puis raccrocha, la mine apeurée. La mère témoignera plus tard avoir distinctement entendu la voix d'un homme qui semblait en colère. Quelques minutes plus tard, Tatsuyo changea ses plans et décida d'aller voir une amie à Yamaguchi, à environ 40 minutes de voiture de là, demandant à ses parents de s'occuper de son fils pendant ce temps. Elle quitta la maison vers 19h30. Sa famille ne la revit jamais. Le lendemain, prévenue par la famille, la police lança des recherches et retrouva sa voiture garée sur le parking d'un bowling dans la ville de Takeo, fermée à clé, à moins de 3 km de la maison familiale dans la direction opposée de celle qu'elle était censée suivre pour aller rejoindre son ami. L'employé du parking où fut retrouvée la voiture se rappela parfaitement avoir vu la jeune femme la veille, vers 19h45, et témoigna l'avoir vue monter dans une Toyota Cresta blanche avec un homme. Un avis de recherche fut à nouveau lancé dans toute la région et au-delà, mais on ne retrouva ni la disparue, ni la voiture. Le 27 janvier 1989, soit 2 jours après la disparition de Yoshino Tatsuyo, Madame Kuri Noriko, 55 ans, et son mari rentraient d'un petit séjour en famille et traversaient la région en voiture, en suivant la Nationale 34. Vers 17h30, alors qu'ils traversaient la vallée d'Otage, Madame Curie aperçut au loin un tapis d'iris bleu à flanc de colline et vit dans la floraison précoce de ces fleurs un heureux présage. Elle demanda alors à son mari de s'arrêter pour aller en cueillir afin de les déposer, plus tard, sur la tombe de ses parents. Elle s'avança alors sur un petit chemin le long duquel les iris pullulaient et commença alors sa cueillette. Ce faisant, elle remarqua que les branches d'arbustes avaient été fraîchement coupées et pensa qu'un agriculteur avait sûrement dû s'en servir pour faire des rames dans son jardin, même si la saison, il faut le dire, n'était pas vraiment adéquate. Plongée dans ses réflexions, elle aperçut au loin une forme blanche en contrebas, le long d'un fossé profond qui longeait le chemin. Curieuse, elle s'agrippa à des branches et descendit jusqu'au buisson. La forme en question se dessinait de plus en plus, même dans la pénombre. Il s'agissait, en fait, du corps d'une femme habillée en blanc et dissimulée sous un tas de branches coupées. Elle remonta en vitesse à la voiture, avertit son mari,
et roulant jusqu'à une cabine téléphonique, appela la police. La police locale arriva alors rapidement sur les lieux, il est environ 18h15. Armés de projecteurs, ils isolèrent et protégèrent le site, confirmant ainsi la présence du corps sans vie d'une jeune femme, qui sera d'ailleurs vite identifiée comme étant celui de Yoshino Tatsuyo, et en fouillant les lieux, les policiers découvrirent un deuxième corps, à peine 2 mètres du premier, en état cette fois de décomposition avancée. Il sera lui aussi identifié grâce aux vêtements et aux accessoires comme étant celui de Nakajima Kiyomi, disparu le 7 décembre de l'année précédente. Enfin, un 3e corps enseveli à moins d'1 mètre des autres fut retrouvé juste après, allant crescendo dans la décomposition puisque celui-ci était à l'état de squelette. Mais là aussi, la présence de vêtements et d'effets personnels permit aux enquêteurs d'identifier Fujise Sumiko, disparu le 8 juillet 1987, et curieusement, et de manière malsaine même, des vêtements, des mouchoirs et des sous-vêtements des victimes avaient été accrochés dans des branches coupées qui dissimulaient les corps. Une grande branche avait même été plantée au milieu comme un mât auquel l'assassin avait noué un chemisier, tel un drapeau. La brigade criminelle de Saga a pris le relais et lança une gigantesque campagne de fouilles et d'appels à témoins. Le 5 février, ils découvrirent une boîte en carton enterrée au bord de la fameuse Nationale 34, juste en face de la station de train Kigata, et qui contenait un agenda et un carnet de chèques cadeaux au nom de Yoshino Tatsuyo. Le lendemain, c'est son permis de conduire qui sera retrouvé, dans l'herbe cette fois, à plus d'1 kilomètre du site où son corps fut retrouvé, puis son sac à main, encore 700 mètres plus loin. Il contenait son portefeuille, dans lequel la police retrouva tout de même 4500 yens, soit environ 40 €, ses clés et ses affaires personnelles. Aucune empreinte digitale sur les affaires ne put être collectée, mais un profil ADN put être établi à partir des traces de salive retrouvées sur la culotte de Yoshino Tatsuyo. Très vite, les enquêteurs ont regroupé les 7 affaires de disparition et de meurtre en une seule par leur grande similitude, les lieux et les personnes qui les reliaient et des connexions étranges. Tout d'abord, toutes les victimes, à l'exception de Hyakutake Ryuko, ont disparu un mercredi à la tombée de la nuit. Toutes ont été étranglées et leurs corps dissimulés sur un rayon de 3 km. Toutes les victimes avaient été retrouvées avec le bas de leur corps dénudé et enfin aucun objet de valeur ni argent liquide n'avait été volé. Autre point commun, ceux que les victimes avaient entre elles et qui sont plus que troublants. L'usine de textile de Shiroishi tout d'abord, dans laquelle Yoshino et Ikegami avaient travaillé, mais aussi la nièce de Fujise et la fille aînée de Nakajima. Ensuite, le bar de nuit de Shiroishi que les journaux de l'époque appelèrent le Club K, et dans lequel la mère de Yamazaki et de Hyakutake ont travaillé. Autre point, la mère de la petite Yamazaki, Junko, et Fujise Sumiko étaient amies d'enfance et avaient suivi toute leur scolarité ensemble. Enfin, la zone géographique des 7 meurtres, tous ont été perpétrés le long ou à proximité de la Nationale 34 et dans un rayon de 3 km. Mais malgré tous ces indices et un ADN dormant dans les casiers de l'identité judiciaire, aucun suspect ne remontait à la surface. Le chef de la section d'enquête de Hirose dépêcha ses meilleurs hommes et la prestigieuse brigade de recherche de Saga se mit elle aussi sur l'affaire, mais rien de probant n'en ressortit. Les mois puis les années passant, la mobilisation se fit moindre et les policiers sur l'affaire cessèrent de traquer celui que la presse nommait l'étrangleur du mercredi, pensant qu'il était déjà loin, et que tous les indices et les recoupements n'étaient que des coïncidences évidentes dans une communauté aussi réduite. Pendant les années qui suivirent, le dossier fut ressorti de temps en temps, à l'occasion de canulars de mauvais goût ou d'uluberlus qui prétendaient être le tueur. En 2002, les prescriptions pour les meurtres de la série les plus récents allaient être effectives et les familles survivantes continuaient à se battre pour que justice leur soit rendue, tant auprès des médias que des magistrats. C'est justement cette année-là qu'un individu de 37 ans, Teruhiko Matsue, chômeur, fut arrêté pour une série de cambriolages et placé en détention à la prison de Kagoshima, dans le sud de l'île de Kyushu.
La police et les magistrats de la région de Saga vivaient toujours l'échec de la traque de l'étrangleur comme un véritable affront, et l'insistance des familles, bien légitimes, ainsi que les pics de la presse pointant leur incompétence firent qu'ils redoublèrent d'efforts et de détermination avant que la prescription n'enterre définitivement l'affaire. Une grande opération de recoupement des fichiers entre les éléments de l'enquête et les détenus et ex-détenus fut lancée, et bientôt le nom de Teruhiko se détacha du lot, bien que son incarcération soit sans rapport avec l'affaire. En effet, l'homme, originaire de la même région que les victimes, vivait à Shiroishi au moment des meurtres, et y avait même été arrêté pour possession de drogue en 1989. Il ressortit même de la lecture des auditions de l'époque que le suspect évoquait à plusieurs reprises le nom de sa petite amie d'alors, une certaine Yoshino Tatsuyo. Le 11 juin 2002, Teruhiko fut transféré dans le bureau du juge, puis il fut confié aux soins de la police du district et soumis à divers examens sanguins et génétiques, ainsi qu'à des interrogatoires musclés pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Il ressortit de ces examens que le groupe sanguin du suspect et le type sanguin établi par l'analyse de l'ADN mitochondrial de la salive retrouvée sur les sous-vêtements de la victime matchait, et qu'il n'avait aucun alibi à présenter pour le jour de la disparition de Yoshino. Il fut mis en examen pour meurtre au premier degré. Dès lors, la brigade criminelle en charge du dossier et le juge d'instruction réexaminèrent chaque pièce des dossiers des 7 malheureuses pour tenter d'y trouver quelque chose qui pourrait les relier au meurtre présumé et, avec l'aide de nouveaux interrogatoires poussés et de privations de sommeil, obtinrent ses aveux complets pour les meurtres de son ex-petite amie, mais aussi pour celui de Fujise Sumiko. Il fut inculpé pour cet assassinat le 2 juillet, soit 6 jours avant la fin du délai de prescription. Le 9 juillet, toujours entre les mains de la brigade criminelle, il avoua le meurtre de Nakajima Kiyomi et se retrouva sous le coup d'une 3e mise en examen. L'accusation a bien parlé des 4 premiers meurtres, d'après eux imputables à l'accusé. Mais comme ces meurtres étaient prescrits, ils ont été supprimés de l'acte d'accusation. Et transférés à la prison du district de Saga, il n'avait alors que peu de temps pour préparer sa défense, et c'est ainsi que ses avocats ont découvert le dossier d'accusation et toute l'étendue de ses incohérences. Une chose est sûre, l'opinion publique réclame des têtes dans cette affaire qui restait encore dans toutes les mémoires. Et comme Teruhiko avait le profil du coupable idéal, la justice voyait dans ce procès l'occasion parfaite de laver son honneur après avoir été traitée d'incompétente à de nombreuses reprises tant par la presse que par la population. Le 16 janvier 2003, le procès commença devant le tribunal du district de Saga. L'accusation avait fait placer 5 moniteurs de télévision pour présenter les preuves aux jurés ainsi qu'aux spectateurs, et c'est en masse que le public est venu assister aux audiences. Forcément, l'affaire est sensationnelle. En octobre, après les auditions des témoins et celles des experts des 2 parties, le procureur de Saga a réclamé sans surprise la peine capitale contre Teruhiko. Teruhiko s'est alors rétracté, il est revenu sur ses aveux, expliquant avoir été contraint de les signer après avoir subi une longue série d'interrogatoires musclés. Il était catégorique, il n'a rien à voir avec ces affaires, il ne sait rien, excepté ce que la presse en avait dit à l'époque. Il n'a pas nié sa relation avec Yoshino et a même justifié la présence de son ADN sur un de ses vêtements par la promiscuité évidente qu'il y avait entre deux. Et rappelons qu'au Japon, la preuve par la correspondance d'un ADN mitochondrial ne constitue pas une preuve scientifique suffisante étant donné le caractère beaucoup moins précis que l'ADN nucléaire. En présentant cet argument médico-légal ainsi que des preuves des violences ayant amené Teruhiko à signer ses aveux, son impossibilité également à être sur les lieux du second meurtre à cause d'une histoire de stupéfiants qui l'avait conduit en prison pour quelques semaines et des lettres prouvant sa relation stable et réelle avec Yoshino, toute l'accusation s'écroula et le 10 mai 2005, le juge Sakamoto Tsutomu le déclara innocent. Le parquet du tribunal du district de Saga fit immédiatement appel de ce jugement et le dossier fut transféré devant la haute cour de Fukuoka. Le procès en appel commença le 31 mai 2006 et l'accusation présenta
de nouvelles preuves, dont un ADN de contact fortement dégradé avec le temps, relevé cette fois dans la voiture de l'accusé et qui correspondait sur quelques marqueurs uniquement à l'une des victimes, Nakajima Kiyomi. Une fois de plus, la défense présenta les conclusions d'experts en génétique prouvant que ces analyses ADN n'avaient aucune valeur de preuve étant donné le peu de fiabilité d'un tel profil. Et le 19 mars 2007, après des mois de bataille d'experts, le président de la haute cour de Fukuoka, M. Masaki Katsuhiko, confirma le verdict et déclara l'accusé non coupable. Et le 20 août de la même année, le tribunal de Saga accorda à Teruhiko la somme de 5,8 millions de yens, soit l'équivalent de 47 000 €, pour les mois de prison effectués, ainsi que pour le préjudice moral et social. Suite à cet énorme fiasco judiciaire, des responsabilités furent pointées du doigt et de nombreuses têtes tombèrent, notamment au niveau de la police locale dont les rapports furent souvent inutilisables lors des audiences. Mais aussi au niveau du parquet et de l'instruction dont l'acharnement soudain poussa quelques magistrats à outrepasser leurs droits et parfois à marcher sur les frontières de la légalité. Les techniques d'interrogatoire furent également remises en cause et l'on décida de rendre la présence de caméras obligatoire pour toute audition de suspect. Aujourd'hui, 45 ans après le premier meurtre, le mystère reste entier et malgré toutes les hypothèses des spécialistes, enquêteurs privés, criminologues et autres journalistes et écrivains, le ou les auteurs de ces meurtres atroces courent toujours. Malgré la dizaine de milliers de pages du dossier, des centaines de pièces à conviction, un portrait robot du suspect aperçu près de l'école, puis au volant de la Toyota blanche, et un grand nombre de témoignages, les enquêteurs les plus compétents n'ont pu réussir qu'à établir que les 7 crimes étaient bien le fait d'une seule et même personne, une seule question reste en suspens. Qui ? Et vous ? Qu'en pensez-vous ?